Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics. On est de retour pour une 7e saison. Ce soir, un épisode panel. Je suis en compagnie de toute notre gang, dont Marie-Christine Lamontagne. Bonjour, Marie-Christine. Comment vas-tu? Bonjour tout le monde, ça va super bien. On est aussi en compagnie de Marie-Christine qui voulait m'entendre dire patate poêle. Donc voilà, c'est fait, Marie-Christine. J'ai dit patate poêle parce que j'ai écrit patate poêle dans mes notes. Puis on se partage les notes. On est aussi en compagnie de Ronnie Al-Nazir. Bonjour, Ronnie, comment tu vas? Bonjour Denis, ça va bien. J'espère que tout le monde va bien aussi. Tout le monde va très bien, va pouvoir même nous le dire. Notre prochain invité, Farnell Morissette, est avec nous ce soir. Salut Farnell, merci de te joindre à nous. Salut, merci de m'inviter, c'est toujours un plaisir. Bonjour à tout le monde. Tu te préparais à dire ça va bien, mais je t'allais pas demander si t'allais bien. Tu m'as cassé! Et on est aussi en studio avec nous, vous le voyez actuellement, Benoît Tardy qui se joint à nous cette fois-ci, mais qui est avec moi à Québec en studio. Salut Ben, merci d'être là. Salut tout le monde. Donc voilà, c'est le retour pour une 7e saison des engagés publics. On est dans un épisode panel. Ce que j'ai demandé à aux panélistes aujourd'hui, à nos invités, c'est de revenir sur certains éléments qui ont marqué l'été en termes d'actualité, puis donc de nous faire une petite chronique sur le sujet, mais aussi d'identifier des éléments qui, selon eux, méritent notre attention, sur lesquels on devrait garder les yeux au cours des prochaines semaines, mais surtout au cours de l'automne. Donc voilà, on va commencer avec ça. Puis avant toute chose, je voulais vous montrer mon superbe gilet. Je m'appelle Denis Martel. Bam! Avec ma signature Murphy Cooper. C'est mon nouvel idole. J'ai lui, en fait, comme idole, puis j'ai aussi Philippe Catherine. Ce sont mes deux idoles. Ce sont les personnes qui ont marqué mon été, tiens. On pourrait commencer comme ça. Je me prête au jeu, moi aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé la performance de Philippe Catherine aux Jeux olympiques. C'est un élément d'actualité, hein? Ça a fait beaucoup parler. Moi, pour ma part, j'ai trouvé ça absolument génial. Donc voilà, si vous avez envie d'en parler, on a Ronnie qui va nous parler de la France aujourd'hui, qui va revenir un peu sur l'actualité française, qui a été mise sur pause, hein, Ronnie, pendant les Jeux olympiques, alors qu'il y avait probablement ce qu'il y avait de plus important à régler pour eux. Oui, c'est toujours pas réglé. Vas-y, raconte-nous ça. Fais-nous un topo, puis après ça, on fera un tour de table. Vous le savez, c'est ça, les engagés publics. On arrive avec une chronique d'un de nos panélistes, puis après ça, on fait un tour de table, puis on discute de tous ces éléments-là. Donc, toi, tu as choisi de nous parler de la France. Oui, exact. Donc, comme tu l'as dit, évidemment, les Olympiques, c'était comme un peu une excuse pour que Macron puisse dire « Ah, un gouvernement, on va nommer ça plus tard. Célébrons les athlètes pour l'instant. Regardez comment c'est le fun, la Tour Eiffel, la cérémonie d'ouverture, Céline, tout ça, on a tout trippé. » Mais là, maintenant, c'est fini. On doit passer aux choses sérieuses. Et ça fait maintenant 44 jours que la France n'a pas de nouveau gouvernement. Donc, 44 jours depuis les législatives, le deuxième tour. Et c'est toujours le premier ministre Attal qui est démissionnaire, qui gouverne. Il y a évidemment le nouveau Front populaire, donc l'Union de gauche, qui a nommé une candidate. Elle s'appelle Lucie Castetz. Jusqu'à aujourd'hui, elle était la directrice des finances de la ville de Paris. Elle a démissionné pour continuer à poursuivre le poste de premier ministre, mais Macron ne veut pas. Selon un journaliste, Xavier de Savoie-Fournier, le journaliste dit « On se rend compte que tout ça est un prétexte, un jeu d'Emmanuel Macron, qui disait ne vouloir aucun des extrêmes. Mais maintenant, c'est plutôt rien de la gauche. » Donc, on voit que Macron dit non à la gauche parce qu'on la qualifie d'extrême gauche. Probablement parce que la gauche veut mettre fin à un de ses plus gros projets, qui est la réforme des retraites. On sait que ça a créé beaucoup... Qui avait passé difficilement, entre autres. Oui, qui avait fait l'équivalent d'un bâillon, là. En France, je pense que c'est un article 63, je me souviens plus du numéro. 68? C'est quoi donc? Non, 68, c'est la c'est ça. Oui, et voilà. Et donc, en fait, ce que je voulais vous lancer là-dessus, c'est si on respecte la logique, normalement, le groupe parlementaire avec le plus de députés devrait avoir le poste de premier ministre. Donc, ça devrait être normalement le Rassemblement national qui a eu le plus de postes parmi tous les partis, le plus de sièges. Si on y va parmi la coalition la plus importante, ça devrait être le nouveau Front populaire. Donc, Mme Castetz devrait être à Matignon. Mais M. Macron semble s'entêter, ne vouloir ni la gauche ni la droite.
Et même s'il réussit à fédérer les partis de centre et de droite-centre, il y aurait quand même la majorité de la législature contre lui. Et on sait que Macron, dans 3 ans, ne peut plus se représenter parce qu'il a fait ses 2 quinquennats. Donc, où est-ce que ça va laisser la France? C'est là-dessus que je voudrais m'entendre avec mes copanélistes. Ben écoute, moi aussi, je suis curieux d'entendre tout le monde là-dessus. En fait, moi, d'emblée, ce que j'aimerais savoir, si quelqu'un peut nous répondre. Moi, j'ai une question simple. Est-ce que c'est aussi mathématique que ça, à savoir que est-ce que la majorité peut imposer son premier ministre? Je pense que c'est quand même la prérogative du président de choisir le premier ministre. Je te vois hacher de la tête, Marie-Christine. Tiens, commence donc le tour de table sur ce sujet. Ben, tout à fait, hein, parce qu'en France, le président est le plus haut fonctionnaire de l'exécutif, dans le fond, donc il contrôle l'exécutif. C'est sa prérogative de nommer le premier ministre et ensuite, sous recommandation du premier ministre, de nommer le conseil des ministres. Donc, quand même, en France, le président est tout puissant. Et moi, en fait, c'est ce que je me demande. Est-ce qu'il n'est pas justement trop puissant dans la République française, dans le modèle, parce qu'il y a d'autres modèles, comme par exemple l'Irlande, où le président a davantage un rôle protocolaire, qui va être par exemple le premier diplomate, qui va plus s'occuper d'aller faire de la représentation à l'international. Donc, je me demande si, à cet égard-là, c'est peut-être un exemple un peu d'écueil du régime français. Farnell, que ça t'a inspiré quoi? C'est quoi ta lecture de la situation? J'ai vu que tu avais même fait quelques chroniques à la radio pour venir démystifier ça au courant de l'été. Ouais, ce que je trouve intéressant de la situation, j'y vois pas tant un échec que c'est comme une situation très similaire à ce qui a été vécu dans les systèmes parlementaires westminstériens comme le nôtre, comme celui de l'Angleterre, comme celui de plusieurs autres pays, où le premier ministre, qui est l'équivalent, on pourrait dire presque du premier ministre français, le premier ministre n'est pas élu. Le premier ministre est nommé par le lieutenant-gouverneur. Et puis, en théorie, dans la théorie constitutionnelle québécoise, par exemple, le lieutenant-gouverneur peut nommer n'importe qui. Il n'est aucunement tenu légalement de nommer le chef du parti qui a la pluralité à l'Assemblée nationale. Ce qu'on a développé, c'est une convention constitutionnelle qui a été développée sur des centaines d'années, qui fait en sorte que le représentant de la couronne est obligé de nommer cette personne-là par convention constitutionnelle. Mais la France n'a pas un régime de convention constitutionnelle, n'a pas une tradition de ça, en tout cas pas encore. Alors peut-être que ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est le début d'un développement de convention constitutionnelle à mesure que les Français eux-mêmes se disent « ben ça n'a pas de bon sens », même si en théorie, le président a le droit de nommer qui il veut comme premier ministre. Nous, on s'attend à ce qu'il nomme quelqu'un en particulier selon des règles préétablies qu'on considère comme étant constitutionnellement valide et quasiment obligatoire. C'est peut-être ça qu'on est en train de voir. Je trouve ça intéressant de voir la République française recréer le développement du processus westminstérien qui était pourtant à son opposition quand il y a eu la Révolution française. Benoît, de ton côté, qu'est-ce que ce dossier-là t'inspire? J'ai plus une question, moi, parce que je suis obligé d'avouer que je connais pas beaucoup la politique française, mais est-ce que c'est arrivé souvent que le premier ministre soit pas choisi soit pas nommé parmi le groupe qui a fait élire le plus de députés, de représentants? C'est arrivé souvent, ça? Parce que là, ça semble être... Tu as dit que c'était le Front National, le Rassemblement, là. Comment il s'appelle? Oui, le Rassemblement national. C'est ça, le Rassemblement national. Qui en avait le plus, mais là, je pense pas que Macron va nommer un RN. Fait que là, c'est arrivé souvent, ça, que le président choisisse quelqu'un qui faisait pas partie du groupe majoritaire? Il y a des, je ne sais pas si la question s'adressait à moi, mais la question s'adresse à celui qui est capable de répondre parce que moi, vous avez. En fait, ce que je peux répondre, parce que je ne suis pas un expert non plus de la politique française, mais il y a eu des phénomènes qu'on appelle des cohabitations, c'est-à-dire le premier ministre est pas du même parti que le président et ils réussissent à gouverner ensemble. C'est juste que là, pour Macron, vu que c'est le Rassemblement national qui est l'alternative, et de l'autre côté, c'est le nouveau Front populaire, donc le parti de gauche, la coalition de partis de gauche. Ce que Macron dit, c'est que vu que le nouveau Front populaire est une union de partis et non pas un parti en soi, ça les rend un peu aussi illégitimes de réclamer ce... Parce que le nouveau Front populaire, c'est pas un parti en soi, c'est plusieurs partis qui... Ça n'est une coalition. Puis on dit, on fait une coalition un peu. Mais c'est pas un parti en soi, le nouveau Front populaire. Donc, c'est un peu ça l'argument que Macron... Et l'argument, on peut dire qu'il est légitime, mais en bout de ligne, s'il veut pas de la droite, s'il veut pas de la gauche, ça prend un premier ministre et Gabriel Attal a déjà démissionné. Je me suis demandé,
Je me suis demandé plusieurs fois, moi, en écoutant les arguments d'un côté comme de l'autre pendant toute la dernière course électorale en France, si justement il n'y avait pas, puis d'ailleurs j'avais eu la chance d'en parler avec Farnell lors d'une longue course en taxi à Toronto, à savoir, est-ce qu'il n'y a pas à l'intérieur des différents arguments qu'on entend une espèce de... J'avais l'impression souvent qu'on ne nous parlait pas contre les partis, mais qu'on nous parlait finalement contre la démocratie. Parce que, justement, comme si le système en place, finalement, n'était pas viable, parce qu'il ne pouvait pas déboucher à une solution acceptable, soit parce qu'un parti est infréquentable. Bon, en fait, des deux côtés, c'est ce qu'on nous dit, c'est que parce que les extrêmes sont trop infréquentables pour pouvoir faire partie d'une démocratie. Farnell, tu avais fait une nuance à ce moment-là. Hein? C'était pas une attaque à la démocratie. Moi, ma prétention, puis ce que je vois là-dedans, c'est que ça peut aussi créer un peu de cynisme auprès des électeurs. Je serais curieux de te réentendre sur cet aspect-là, Fernand. Ouais, quand on parle d'extrêmes, que la démocratie est un problème parce que ça mène à des extrêmes, il y a combien de Français ont voté pour des partis qui sont qualifiés de l'extrême? Quand 30% des Français votent pour un parti, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est l'extrême? On peut facilement dire, je ne suis pas d'accord avec ce parti-là, j'embarque là-dedans, il n'y a pas de problème. Mais commencer à qualifier d'extrême un parti qui est allé chercher un tiers des votes, j'ai de la misère avec ça. Je pense qu'il faut revoir la façon que nous-mêmes, on en pense. Ça revient à dire, si les électeurs votent contre ce qu'on veut, puis moi, je ne suis pas content, puis je commence à qualifier ça d'extrême, ce que tu es en train de dire, c'est que la volonté populaire représentée par un tiers des électeurs, qui est un nombre évidemment non négligeable, serait invalide, tu es en train de dire que c'est la démocratie qui ne fonctionne pas. C'est ça le problème. On ne peut pas arriver à cette conclusion-là, je pense. Avec un tiers, on est élu au Québec des fois, là, avec un tiers des votes. Là. C'est le système est différent. Marie-Christine? Oui, évidemment. Marie-Christine, tu voulais ajouter un truc? Oui, bien justement, peut-être qu'on peut dire que la démocratie a des problèmes, parce que sans nécessairement parler des positions qui récoltent le tiers de l'électorat, on peut parler que les postures sont plus extrêmes. On est de plus en plus dans qualifier l'adversaire d'infréquentable, qu'il faut surtout pas discuter. On n'est pas du tout dans une optique de coopération. C'est des dynamiques qu'on aura l'occasion de parler des États-Unis plus tard, qui sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus documentées. On va de plus en plus loin. Donc, peut-être effectivement qu'à l'ère moderne où par exemple, les médias sociaux favorisent la désinformation, favorisent des positions tranchées pour faire réagir. Il y a un problème. La démocratie doit s'adapter, peut-être. Farnell, tu lèves la main. On t'écoute. Ouais, on parle de positions tranchées. Oublions pas que la démocratie française est née au bout de la guillotine. On peut parler de positions extrêmes. Si on reconnaît la légitimité démocratique de la Révolution française, ce que je pense que la majorité des Français reconnaissent, on est très, très loin de la polarisation extrême qui a donné naissance à cette démocratie-là. C'est peut-être notre réalité des 50, 60 dernières années qui était au contraire surprenamment stable par rapport à la norme démocratique humaine, disons. Est-ce que notre ami Emmanuel Macron va être en mesure d'imposer un candidat de centre à travers une rhétorique qui, justement, qui diabolise les extrêmes? Moi, j'ai hâte de voir, mais j'ai l'impression que c'est quand même ce qui est au cœur actuellement de ce qu'il essaie de faire. J'essaie de faire une transition vers le prochain sujet, alors je terminerai en disant c'est à suivre. Justement, c'est à suivre dans les prochains, à l'automne. Il devrait y avoir un dénouement, là, parce qu'à un moment donné, ça va devenir intenable, cette affaire-là. On va rester à l'étranger. On a un sujet, OK, il faut que je vous le dise. Farnell va nous parler de constitution du Québec. Je te l'annonce, Farnell, je garde le sujet pour la fin, parce que si on en parle là, on parlera de rien d'autre pendant 1 heure, parce que ça risque de soulever quelques passions puis quelques intérêts. Puis on a quand même des sujets à l'étranger encore à couvrir. On a 3 sujets à l'étranger ce soir. Notre deuxième sujet que je vous propose, c'est avec Marie-Christine, qui va justement nous parler, elle a déjà annoncé la couleur, qui va nous parler des États-Unis. C'est fascinant, encore une fois, ce qui se présente là. Écoute, moi, Marie-Christine, là, rapidement, ce que j'aimerais t'entendre à travers ce que tu vas nous exposer, c'est comment, suite à l'attentat manqué sur Donald Trump, où on a vu son taux de popularité exploser, il y a pu avoir un revirement aussi rapide vers Kamala Harris en termes de
dans les sondages, dans les intentions de vote. Ça, c'est un élément, là, puis je vais le soumettre à tous, que je suis vraiment curieux. Mais sinon, on t'écoute, Marie. Présente-nous un peu ton topo, ce qui a retenu ton attention de ce côté-là. Oui, ben écoute, moi je pense que le point tournant, ça a vraiment été le débat contre Donald Trump de Joe Biden, où vraiment c'était une mauvaise journée, mais peu importe, ça a été catastrophique. L'image qui en est sortie, c'est un Joe Biden affaibli, déstabilisé, combiné avec l'attentat de Trump qui en était ressorti plus fort, plus solide. Donc l'homme invincible, l'homme de fer qui survit à un attentat contre sa vie. Donc clairement, les deux images, ça clashait. Ça a été long avant que Joe Biden se retire. Beaucoup étaient sceptiques, n'y croyaient pas. Finalement, il a fini par se retirer. Il y a eu beaucoup de pression, il faut dire aussi, pour qu'il se retire. Et c'est Kamala Harris qui s'est imposée comme étant la candidate. D'ailleurs, jeudi passé, elle a officiellement été nommée à l'unanimité. Donc, il n'y aura pas de course pour remplacer Joe Biden. Tout le monde se range derrière Kamala. Il y a un signe d'unité. Les rangs démocrates sont galvanisés. L'équipe de campagne de Kamala Harris dit avoir ramassé 540 millions de dollars en un mois. Donc, c'est énorme. L'argent est au rendez-vous. Les donateurs sont au rendez-vous. Également, dans la société civile, il y a des stars qui se rangent derrière Kamala Harris. Taylor Swift serait l'une d'elles. Ça, c'est pas encore officialisé, mais il y a notamment George un mouvement, Clooney. le Swifties pour Kamala, qui s'enclenche. Mais tout ça est fascinant, hein? Ça se passe très vite et vraiment, ça s'écrit moi, c'est ce que ça me fait dire, c'est que l'ego en politique peut être un problème. Lorsqu'on est capable de mettre l'ego de côté, on est capable de voir plus clair et faire les bons choix. Je pense que Joe Biden a fait le bon choix là, de se retirer dans ce cas-ci. Je me demande si ça a vraiment été son choix. Chose certaine, je pense qu'on peut dire que Kamala, elle est brat. Donc, je vais commencer le tour de parole avec ça. Est-ce que Kamala Harris est brat? C'est la question. Non, c'est pas vrai. Je vais, allez-y simplement avec ce que ça vous a inspiré, cette actualité-là au courant de l'été. Tiens, je vais commencer. Allons-y avec Farnell. L'ego, je pense, c'est difficile à évaluer. On dépense des milliers de dollars, des centaines d'heures devant des thérapeutes à essayer de comprendre c'est quoi nos propres motivations. Puis ça, c'est correct, c'est normal. On est des êtres complexes. Ça peut prendre une vie au complet, comprendre les motivations de la personne la plus importante dans notre vie, que ce soit un ami très, très proche, notre mari, notre femme, peu importe. Je me demande si commencer à essayer d'évaluer la motivation, que ce soit l'ego, que ce soit l'altruisme, que ce soit le civisme, peu importe, d'un politicien, de quelqu'un avec qui on a une interaction unidirectionnelle de quelques secondes par jour, généralement, qui passe à travers des dizaines de mains de relations publiques, de médias. Je veux dire, c'est important y penser, mais je pense qu'en tant que personne à l'extérieur qui essaie de comprendre ce qui se passe, c'est un peu une boîte noire. Est-ce que c'est toujours mieux travailler pour le bien commun? Oui. Est-ce que l'ego prend trop de place actuellement? Ben, j'ai de la misère à essayer de déterminer quelle place l'ego prend dans qui que ce soit et j'irai pas jusqu'à m'aventurer à essayer de faire cette évaluation-là, surtout parce que je pense c'est un chemin beaucoup trop miné à tomber dans des attaques personnelles. C'est toujours facile d'imputer les motivations de quelqu'un d'autre. Et quand on veut dénigrer le caractère de quelqu'un, c'est la façon la plus facile de le faire. Ce qui tombe un peu trop dans la partisanerie pour moi. Alors, je veux dire, la réponse, c'est, je pense que ma réponse au moins, je pense que oui, faut faire preuve de mettre son ego de côté, mais essayer de faire des évaluations politiques de cette façon-là, je pense qu'on est peut-être mieux de regarder les résultats et les actions plutôt qu'essayer de deviner les motivations internes des politiciens. Est-ce que Biden n'a pas été plutôt forcé, plutôt qu'il a pris une décision de bon sens, Ronnie? Absolument. Je pense qu'il a dû se rendre à l'évidence que c'était le temps de partir. Selon ce que j'ai lu, ce que j'ai vu être rapporté dans la séquence des événements du jour où il a quitté, le jour même, le matin, la décision n'était pas encore prise. Et ses conseillers disaient encore aux médias, il va rester. Et son staff, ou dans le fond, ils ont eu l'approbation juste avant de cliquer « Envoyer » sur le tweet. Il y a des gens dans son entourage qui ne savaient pas encore qu'il s'en allait. Il y a même des gens qui l'ont appris par ce tweet, des gens qui sont assez proches. C'est inévitable, je pense.
on avait des rapports qui nous disaient que les Obama faisaient pression sur lui, que Nancy Pelosi faisait pression sur lui. Tu sais, quand le gars dont tu as été le vice-président pendant 8 ans, qui t'a fait revenir en politique, qui t'a fait ramener à l'avant-scène nationale, qui t'a soutenu pendant 8 ans, que tu as soutenu pendant 8 ans, Barack Obama t'a dit « Hey, Joe, je pense que c'est le temps que tu t'en ailles. » Éventuellement, tu finis par céder parce que, je veux dire, Joe Biden a été, puis en 4 ans, puis je le dis sans aucune réserve, probablement un des présidents les plus conséquents de l'ère moderne des États-Unis, avec toutes les lois qu'il a adoptées, avec tout ce qu'il a réussi à faire. Et la victoire de 2016 est majeure, de 2020 est majeure parce qu'il a réussi à empêcher le deuxième mandat de Trump. Donc, il y a un legacy, pardon pour l'anglicisme, qui est considérable en seulement 4 ans. Et s'il avait eu les capacités de continuer, il y aurait eu un deuxième mandat à la présidence absolument incroyable s'il avait été un peu plus jeune. Mais malheureusement, le temps rattrape tout le monde et le temps de le rattraper. Donc, il a fait la bonne chose, même si c'était malgré lui, il a fini par faire la bonne chose et a placé son parti dans une position favorable aujourd'hui. On va retourner vers Marie-Christine tranquillement, mais avant, je vais passer par Benoît pour terminer notre tour de table. Benoît, de ton côté? Moi, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit avant, mais ce qui me fait rigoler dans tout ça, c'est que après le débat, Biden il a dit « ça va prendre une intervention divine pour me faire abandonner ». Fait que là, il faut croire que l'intervention divine s'appelle les donateurs démocrates parce qu'à un moment donné, quand ils ont commencé à dire qu'ils n'allaient plus donner à la campagne de Biden, le Biden s'est dit « ouais, OK, peut-être que ça va se faire mieux ». Mais, ouais, non. Je pense que, mais d'un coup, pour revenir à l'ego, là, je pense que peut-être qu'au début, oui, là, son ego, il disait de rester, mais à un moment donné, il a pilé dessus, son ego, puis il a dit non, OK, je vais faire le geste qui doit être fait. Nonobstant toutes les autres pressions qu'il a subies, qui sont certainement réelles et importantes, il a quand même pris la décision de se retirer dans l'honneur. Ça, je pense que ça vaut la peine d'être souligné. Donc, ça nous ramène ça me permet de faire le pont vers Marie-Christine, ça nous ramène à ton propos, Marie. Ben oui, puis c'est sûr, on peut jamais savoir les réelles raisons, puis c'est souvent en fait complexe, mais on peut quand même des fois soupçonner un peu d'ego. D'ailleurs, la campagne républicaine avait le vent d'aller voir avant que Biden se retire. Ça allait bien, il était confiant, il était craqué. Et c'est ce qui a poussé Donald Trump à nommer un colistier peut-être un peu trop rapidement. Ouais, hein? J.D. Vance, c'est arrivé, il l'a nommé, il était très confiant, mais là, il est un peu moins confiant, là. On voit, là, qu'il prend un peu plus de recul. Les rumeurs circulent, là. Il aurait peut-être été trop rapide à procéder à sa nomination parce que là, la stratégie n'est plus la même. C'est d'ailleurs un bon coup des démocrates. Ça change complètement la stratégie des républicains. On a vu, par exemple, là, Trump a dû annoncer que nationalement, il allait pas interdire l'avortement. Donc, pour se distancer un peu de son colistier. Une stratégie qui sera peut-être ou peut-être pas payante, mais ce qu'une chose est sûre, c'est que il était un peu trop confiant parce que là, la situation a changé. Comme on dit, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Et là, clairement, la dynamique est complètement différente là, d'avant. Il n'est pas trop tard, je pense, hein, là, pour changer de colistier pour Trump. Il est pas trop tard, mais mettons que ça ferait jaser. Ouais. Puis, en tout cas, je suis pas certaine. C'est sûr que ça serait un coup en un déraillement. Il y aurait l'air d'un sans-dessin, là. Ouais. Ça ferait un truc à gérer. Est-ce que quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose sur Ça va vite, hein? On a 4 sujets, on a un épisode de 50 minutes à produire. Si le tour de table est complété pour ce qui est de la politique américaine, on va se rendre maintenant du côté du Venezuela. Imaginez-vous, vous autres. Je pense qu'on l'a jamais fait aux engagés publics. On a parlé un petit peu parce que... Moi, j'en parle souvent parce que c'est un peu ma réalité. Là. Ouais, explique-nous pourquoi, Benoît. Excuse-moi, juste avant, vous avez compris, Benoît a choisi comme sujet, lui a eu un œil sur la politique vénézuélienne. Il s'est passé, il y a eu une élection au Venezuela. Puis Benoît, c'est le sujet qu'il a choisi de nous exposer ce soir. Mais avant toute chose, Benoît, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi toi, tu as un œil sur le Venezuela. Parce que moi, ma blonde est vénézuélienne, puis mes beaux-parents habitent chez nous, puis la moitié des gens que je rencontre dans ma vie sociale sont vénézuéliens, donc ça a été un sujet assez abordé au cours de l'été. Donc...
préparez-vous. Là, je vais vous faire un petit topo. Je vais faire comme si vous connaissiez rien de tout ce dossier-là. Ben, explique-nous le Venezuela comme si on avait 5 ans. Il y a eu des élections le 28 juillet. Les sondages présentaient une situation assez difficile pour le gouvernement sortant de Nicolas Maduro, qui est l'héritier de Hugo Chavez, qui a été une figure populaire représentant le peuple depuis 20 ans. Là, je pense que lui, il a été élu bien comme il faut parce que le peuple était tanné de ceux qui étaient là avant. Donc, mais les sondages avant les élections présentaient une situation vraiment difficile pour M. Maduro. C'était vraiment dur. Le jour de l'élection, les résultats se sont fait attendre beaucoup. Finalement, le CNE, qui est l'équivalent de à peu près, qui est l'équivalent du DGA, je m'excuse, il m'a amené une bière, puis là, il m'a déconcentré. Donc, l'organisme régulateur. Oui, c'est ça, qui est le DGA, qui est équivalent du DGA, est arrivé dans le milieu de la nuit, puis il a dit « Ouais, on a les résultats, là, mais puis c'est Maduro qui est réélu avec 51% des votes. Mais les résultats, on ne va pas vous les montrer, vous allez être obligé de nous croire. » Là, évidemment, l'opposition se met à hurler. Ce qui s'est passé, c'est que l'opposition s'était un peu organisée avant les élections, et puis tous les scrutateurs avaient comme mandat de prendre en photo, de scanner, de faire quelque chose avec ce qu'ils appellent eux autres les chorizos. Là, c'est une espèce de longue feuille de 14 pieds de long avec les résultats officiels qui est signé par chacun des scrutateurs présents. Donc là, l'opposition a réussi à ramasser à peu près 80% de ces bulletins-là. Et puis, dans le calcul, le président Maduro reçoit à peu près 34%. Là, c'est sûr que ça peut varier un peu, mais le monsieur Edmundo González, qui s'appelle, lui, reçoit 67% des votes à peu près. Là, entre 64 et 70, dépendant de comment on veut calculer ça. Donc, il n'a pas gagné, Maduro. De n'importe quelle manière que tu as envie de virer ça, là, ça ne regarde pas bien. C'est louche. Là, on ne te présente pas les résultats. Fait que, si tu as les résultats et tu sais que tu as gagné, pourquoi tu ne me les montres pas en partant? C'est terminé. Donc, la dernière chose que je veux vous dire, c'est un petit exemple, là, c'est que parmi tous les bureaux de vote dépouillés, moi, il y en a un qui m'intéressait en particulier. Là, il y en avait à peu près 10 000. Là, il y en a eu un paquet. C'est 23 de Janeiro. C'est un ghetto, en fait, où Hugo Chavez devait faire 90% et plus. Puis le résultat de ce bureau-là en particulier, c'est 34% pour Maduro. Donc, c'est un peu l'équivalent, là, pour faire des comparaisons avec le Québec. Là, c'est un peu comme si le DGA sortait et disait « Ouais, non, le prochain gouvernement, ça va être le Parti libéral. Il y a eu 51% des votes. Puis là, toi, tu sais que dans Darcy McGee, ils ont fait 34%. Il y a de quoi, ça fonctionne vraiment pas, là. Donc, heureusement, il y a des gens qui mettent de la pression, là, qui essayent de voir si on pourrait pas faire sortir ce monsieur-là. Il trouve un sauf-conduit, le faire aller à quelque part. Bon. Mais, ça a été quoi, Benoît? C'est dur, c'est la démocratie. C'est ça qui est difficile dans tout ça. Moi, c'est là-dessus que je veux terminer parce que c'est la démocratie qui est un problème là-dedans. Parce que là, tu sais, c'est bien fun. La démocratie. La quoi? La démocratie? La démocratie? Ouais, c'est ça. La démocratie, c'est le fun quand tu perds aussi. C'est ça qui arrive. C'est parce que tu peux pas être pour la démocratie juste quand tu gagnes. Puis ça, on le voit avec Donald Trump. Hein. Il dit non, moi, je vais respecter le résultat de l'élection si c'est une élection fair. Ben là, fair, ça veut dire fair, c'est si je gagne. C'est ça. Si je gagne pas, c'est parce que c'est pas fair. J'étais curieux, avant de commencer le tour de table, ça a été quoi la réaction que tu as vue auprès de ta communauté? Ils sont venus fous. Ben, je veux dire, ils sont venus fous. Comment ils ont accueilli les résultats? Je pense que même s'ils n'étaient pas surpris que le gouvernement s'en aille pas, là, que Maduro reste, puis... on va s'y attendre. Oui, mais aussi, c'est que c'est intéressant parce que c'est pas la première fois là, qu'il y a des pressions sur les autres. Mais là, cette fois-ci, il y avait des gens dans le pays qui s'exprimaient clairement contre le gouvernement. Ça s'était pas vu dans les autres élections avant. Là. C'était très clair que là, le vent avait changé de bord, là, puis que là, l'opposition, qui est un petit peu trop à droite à mon goût, je vais le dire. Je ne donnerai pas le bon Dieu sans confession à Mme Machado. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aime mieux une démocratie de droite qu'une dictature de gauche. Ça, c'est ma position à moi. Bon, sur cette position, on va commencer notre tour de table. On va y aller avec Marie, tiens, justement. Marie-Christine, est-ce que tu as suivi ça? C'est un dossier qu'on suit un petit peu moins, hein? Est-ce que tu as eu l'occasion de garder un œil là-dessus pendant l'été?
En fait, je dois bien noblement avouer que j'ai fait des recherches pour préparer le podcast parce que c'est quelque chose que honnêtement m'avait glissé. Je pense que je suis peut-être pas la seule dans cette situation-là. Confirme. Mais je suis allée voir et ce que j'ai vu, c'est quand même effroyable. Là. Benoît a dit la belle famille ici est réfugiée dans le fond, mais c'est pas les seuls. Hein. L'ONU a quand même Il n'y a pas de réfugiés vénézuéliens. D'accord, mais ils ont quitté le Venezuela. Ah oui, c'est sûr. 8 millions de Vénézuéliens ont parti sur une population d'à peu près 32, 34 là, au départ. C'est énorme. Il y a réellement un exode des Vénézuéliens du pays. L'ONU a même parlé d'une crise des réfugiés, des migrants les plus rapides de l'histoire de l'Amérique latine, du moins l'histoire récente. Donc, c'est une situation qui est sérieuse. Moi, j'ai une sensibilité à gauche, mais je me demande, est-ce que c'est réellement ça, la gauche? Moi, je suis une démocrate et une institutionnaliste bien avant d'être autre chose. Je pense que c'est le contrat social à la base même qui est importante pour qu'on puisse faire société. Hein, la pluralité d'idées, c'est l'exercice libre de la raison humaine qui mène à ça. Donc, quand on reconnaît ça, il faut reconnaître que d'autres penseront pas comme nous. Et ce qui se passe au Venezuela est vraiment très grave parce que là, il y a de la persécution politique. On le voit, là, à plusieurs niveaux, notamment le candidat de l'opposition se fait citer à comparaître, puis il croit pas en l'indépendance judiciaire. Mais quand on arrête de croire en l'indépendance judiciaire, c'est qu'il n'y a plus d'état de droit, il n'y a plus de garantie d'être libre, il n'y a plus de droit. Donc, c'est vraiment grave, la situation. Et ça m'amène à penser, ici, est-ce qu'on est à l'épreuve de ce genre de dérive-là? Parce que là, c'est quand même le 3e exemple qui démontre que la démocratie dans le monde recule. Donc, ça pose de graves questions. Je pourrais peut-être faire des liens avec d'autres sujets, mais j'attendrai de voir là, si l'occasion se présente. Écoute, déjà, je trouve qu'on a une thématique pratiquement ce soir déjà là, qui s'installe à travers tout ça. Je trouve ça fascinant. Donc, c'est pas des problèmes qui sont puis des réalités qui sont reliées à un seul pays. Je pense que c'est des points qui touchent tous nos sujets jusqu'à maintenant. De ton côté, Ronnie, comment toi, t'as vu T'habites où, Ronnie? T'es où, toi? T'es à Montréal? T'es où? À Montréal, ouais. T'es à Montréal. De ton Montréal natal, t'as vu ça comment? Ben, écoute, moi, c'est clair que quand je vois des gens qui disent qu'ici, on vit dans une dictature, ça me fait un peu rire. Ben là, parce que... come on! Non, mais tu sais, on l'entend tellement souvent. Là, écoute, c'est rendu... D'ailleurs, je suis parti en voyage cet été, j'ai été en Europe, puis il y a un gars qui me dit, un gars dans une auberge jeunesse qui vient de l'Australie, qui me dit ah, c'est cool le Canada, mais ça a l'air que vous réprimez vos journalistes, puis vous censurez l'Internet. Puis j'ai dit pardon, là, il me dit oui, ben les lois que ton gouvernement a passées, je suis comme OK, ben tu peux-tu me parler des lois, peux-tu me les nommer? Il est comme non. Là, je suis comme, t'as-tu déjà été au Canada? Il est comme non. Puis je suis comme, OK, mais pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu passes beaucoup de temps sur X? C'était la prochaine question. Non, c'est ça. Puis après, je lui demande, c'est quoi ta job? Puis il me dit, je travaille en crypto-monnaie. Je fais, ben voilà, tout est dit. C'est ça. Mais sérieusement, ton algorithme est douteux. C'est clairement des actions d'une dictature sous le couvert d'une démocratie, parce que constitutionnellement, dans les faits, le Venezuela est censé être une démocratie, des élections, tu gagnes, tu perds, mais on voit que c'est pas du tout le cas. J'ai été vraiment révolté de savoir que Mme Machado a remporté la primaire de son parti, mais le gouvernement a dit non, tu peux pas te présenter contre nous. C'est comme si Poilievre avait gagné la chefferie du PCC, puis Trudeau avait dit non, je veux pas que ce soit toi. Choisissez quelqu'un d'autre, ça n'a aucun bon sens. Puis oui, c'est la Cour qui a décidé que madame ne pouvait pas se présenter, mais la Cour est nommée par le président qui, contrairement à ici où il y a un processus, c'est vraiment nommé, on nomme des gens qui sont plus compétents. Tout ça. Pas pour dire que c'est pas des juges compétents, mais c'est des juges clairement vendus au président. Il y a sûrement probablement de la corruption, des pots de vin, je sais pas, mais très probablement, très fortement, très sûr. Il y a aussi eu 70 arrestations d'employés de la campagne de l'opposition. Et les gens qui soutiennent Maduro, c'est des grands joueurs comme la Chine, la Russie, l'Iran et Cuba. Donc, qui est en très bonne compagnie, on le voit très bien. Et finalement, ben évidemment, le Venezuela a interdit l'accès aux observateurs électoraux à l'étranger. Et les citoyens de la diaspora ont évidemment pas pu voter, alors que, comme Benoît l'a dit, c'est 8 millions d'entre eux qui sont hors du pays. Tu sais, j'ai même déjà pensé qu'au Canada, ce serait peut-être une bonne idée de donner l'idée je sais pas si ça se fait, mais de permettre aux expatriés de voter. Je pense que vous pouvez, c'est ça? Il me semble, oui. Ben, tu sais, donc, dans une démocratie saine, au Canada, les expatriés peuvent voter.
Il y a même des pays comme la France qui ont des députés d'outre-mer pour représenter leurs députés expatriés. C'est d'ailleurs une idée que je trouve intéressante qu'on pourrait peut-être explorer au Canada, de nommer des députés d'outre-mer. Je sais pas s'il y a tant de Canadiens que ça. La diaspora canadienne est-tu si importante que ça pourrait? En tout cas, oui. Mais sûrement pas, mais tu sais, par exemple, il y a des pays comme le Liban où il y a plus de Libanais à l'extérieur du Liban qu'au Liban, ce qui est quand même assez incroyable. Et donc, pour terminer, je dirais juste que je suis très content de vivre dans une démocratie où l'année prochaine, s'il y a une élection et que mon premier ministre perd, il va se retirer avec grâce, féliciter son opposant et laisser la place à la prochaine personne. Et malheureusement, on voit que c'est pas le cas partout dans le monde et c'est très triste. Donc, vivement une résolution. Ben, c'est ça, pour les votes. Pour les votes de la diaspora, c'est que tu pouvais pas voter si tu n'avais pas un consulat ou une ambassade dans ton pays. Puis là, ben, ils ont fermé à peu près les consulats et les ambassades partout. Fait que ça restait, ça laissait. Puis sur les 8 millions d'expatriés, là, il perdait pas beaucoup de votes, Maduro, en laissant pas ces gens-là voter. Écoute, maintenant, je serais curieux d'entendre Farnell sur cet aspect-là qui fait partie de la diaspora canadienne à l'étranger. D'ailleurs, je regardais un peu le type de poutine qui était servi à Paris, puis je me disais que peut-être que la diaspora aurait intérêt à être renforcée. Farnell, de ton Londres adoptif, comment tu as vu la chose? Je pense qu'il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée, mais on ne peut pas passer à côté, puis c'est le pétrole. Le Venezuela, c'est le 2e État au monde en réserve de pétrole. C'est un endroit où il y a littéralement des places où tu échappes une paille à terre puis il y a du pétrole qui sort. Alors, quand on parle de l'appui de l'Iran, Cuba, la Russie, la Chine, ben, c'est que le Venezuela, 2e puissance mondiale au monde en production de pétrole, ne joue pas par les règles de l'hégémonie occidentale qui est largement basée sur le contrôle américain ou du dollar américain du pétrole. Je veux pas être le gars qui lance les bémols puis qui dit ben ouais, mais on sait jamais. Mais là-dedans, il y a quand même, il faut reconnaître, oui, il y a des intérêts étrangers là-dedans, mais il y a des gros intérêts occidentaux là-dedans aussi. Aucun doute. Et il n'y a pas eu d'observateurs internationaux, ce qui est très grave, selon moi. Mais je voulais juste ajouter une anecdote là-dedans. Je veux dire, j'ai fait des élections au Canada. Je pense que tout le monde ici a fait des élections au Canada, au Québec. Je pense que tout le monde ici a constaté que qu'on gagne ou qu'on perd, on a au moins généralement confiance au processus électoral. Il y a eu et il y a des erreurs, des ratés. Je me souviens, je veux dire, l'exemple que Benoît avait donné sur Darcy McGee, ben, un des sièges les plus sécuritaires pour le Parti libéral du Québec, c'est probablement Saint-Laurent, le siège qui est présentement de Marois Risky. Dans l'élection de 2022 à Saint-Laurent, il y a un bureau de vote qui avait donné 82 votes sur 172 au parti de Ballarama Holness, Bloc Montréal, qui récoltait 2 ou 3 votes à tous les autres bureaux de vote. Alors, je ferais quand même attention à sortir quelques exemples, dire, bon, ben, regardez ici, regardez ici. Le cherry picking peut se faire des deux bords. Je dis pas ça pour justifier, pour dire que non, tout était correct, c'était clairement une bonne élection. Je pense que c'est évident qu'il y a des gros problèmes démocratiques, mais avant de lancer des pierres, soyons bien conscients que notre côté, si vous voulez, notre hégémonie, à laquelle je fais partie, que j'appuie, a des intérêts là-dedans aussi et qu'on a certainement des intérêts à faire paraître les choses de la moins belle lumière possible. Notre hégémonie, je pense, ça va être le titre. J'aime ça comme comparer les hégémonies. Écoute, ben merci beaucoup, Farnell. Voulais-tu ajouter un truc sur ton thème après tout, Benoît? C'est ça. Je t'offre le mot de la fin. Moi, j'ai pris le BTT de Genève, mais c'est parce que moi, je suis plus intéressé par les 80% des bureaux de vote qui ont été dépouillés puis qui donnent 67% à l'autre. Oui, parce que même si tu rajoutes une petite marge d'erreur, ça reste 67, là, c'est pas serré. C'est ça. Oui, mais en même temps. OK, ben écoute, merci beaucoup, Benoît. Je suis content qu'on ait abordé un autre sujet que finalement celui qu'on aborde toujours, les États-Unis. Là, on est en France. La France, j'aime ça. On parle de la France parce qu'on va de cette façon-là. On a des auditeurs français. Hein? On va voir un peu. Je serais curieux. D'ailleurs, chers auditeurs de France, venez donc commenter dans les
dans les commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, venez corriger un peu notre compréhension. Hein? Vous avez la chance d'être exposé à une compréhension extérieure comme ça. Est-ce qu'on est complètement dans le champ? Qu'est-ce qu'on manque? C'est quoi nos angles morts? J'aimerais que vous veniez nous les souligner. Ça va. On est super intéressés à vous entendre. Puis tiens, envoyez-nous donc un chroniqueur français. Là. On va se faire un épisode à un moment donné sur la France. Ça va vraiment être intéressant, cet aspect-là. Puis, comme ça, on va pouvoir même confronter quelques clichés sur les Français. Voilà pour ce qui est de cette thématique-là. Est-ce qu'on a fait le tour déjà? Non, on est maintenant rendu au sujet qui va fort probablement lever le plus de passion. C'est la Constitution. En fait, Farnell, ce qui est arrivé, c'est que il y a eu comme un appel, je ne sais pas comment le dire, parce que on voit Denis Coderre de son côté au Parti libéral qui semblerait, puis je regardais des sondages dernièrement qui semblaient dire que c'est lui qui pour l'instant, qu'on parle de 10%, auprès de la population en général. Fait que c'est pas les électeurs libéraux, mais c'est lui qui allait chercher la plus grosse, je sais pas comment l'appeler, la plus de crédibilité comme chef potentiel pour le Parti libéral du Québec dans la course qui se prépare. Puis lui, il nous disait que c'était complètement ridicule, cette notion-là de constitution, que ça existe déjà, puis qu'on n'avait pas besoin, puis que de toute façon, ça se battait pas dans les autobus pour faire une constitution. On va voir ce que ça va donner. Mais il y a eu cet appel-là d'un regroupement au sein du Parti libéral. Est-ce que ce sont les jeunes, Farnell, qui ont fait appel et qui soulignait l'importance ou peut-être qui démontrait un intérêt pour que le Québec se dote d'une constitution? Ils l'ont amené comme ça. Je dis pas que c'est parce qu'il n'y en a pas. Je te laisse aller, Farnell, tout simplement. Explique-nous un peu. Première chose, je pense qu'il faut le dire haut et clair, le Québec a une constitution. Voilà. Ce que le Québec n'a pas, c'est une constitution unifiée, codifiée et réduite à un seul document clair. Mais le Québec a une constitution. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de doute là-dessus. Et il n'y a personne qui dit autrement, d'ailleurs. Là, je ne suis pas en train de dire eux-mêmes que c'est pas mal représenter la réalité. C'est-tu la version charte des valeurs du Parti libéral, coudonc? On sent que c'est peut-être un peu ça l'intention. Le message qui est sorti venait du comité politique du Parti libéral du Québec. Ouais, c'est ça, voilà. Qui ont, en tout cas, moi, de ce que j'en comprends, eux ont fait l'annonce peut-être avec deux intentions différentes. La première, peut-être trois. La première, c'est de lancer un débat à l'interne au sein du Parti libéral du Québec. Le Parti libéral du Québec est probablement celui qui est le plus divisé sur l'idée de faire un travail de codification de la Constitution québécoise. Deux, c'est probablement pour mettre de la pression sur les candidats à la chefferie, de se positionner clairement. Et trois, c'est peut-être en anticipation d'un projet de codification constitutionnelle à venir de la CAQ. Ça, c'est pas un secret. Là. La CAQ travaille sur un projet de loi qui semble être de cette façon-là. Réponse facile, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Simon Jolin Barrette? Je l'ai invité il est disparu depuis des lunes et probablement qu'il est en train de travailler là-dessus. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui chôme. Là. Alors, en anticipation à ça, lancer le débat, s'approprier un peu leur coin de ce débat-là, j'ai l'impression que oui, la façon qu'eux se positionnent très clairement, et le message était très partisan, ils voulaient mettre ce qu'ils considèrent être les valeurs, ce qu'eux considèrent être les valeurs des Québécois, qui sont leur perspective, leur point de vue sur les valeurs des Québécois, dans ce document-là. C'est un débat que c'est certain, quand ça va ouvrir, ça va éclater les grandes passions des gens comme nous, les nerds de la politique. Ceux qui se battent dans les autobus. Ma question, c'est, est-ce que, sans vouloir faire écho à M. Coderre, je dis, moi, je suis un constitutionnaliste dans l'âme. Là. Je veux absolument qu'on fasse ce travail-là. Mais est-ce que c'est bien servir les Québécois de mettre toute l'énergie politique, de se lancer dans ce qui va évidemment être une énorme ronde de chicane après chicane sur nos valeurs pour quelque chose que présentement, en effet, il n'y a pas de combat dans les autobus pour ça. Est-ce qu'on veut se lancer un fight club d'autobus pour quelque chose où la demande n'est pas là? Encore une fois, moi, je le veux, mais cette énergie politique-là, est-ce que c'est le mandat que les Québécois sont prêts à donner à leurs élus de se faire une chicane là-dessus quand il y a tout le reste de ce qui se passe autour de nous?
Le Fight Club d'autobus vient de clencher le titre sur l'hégémonie. On a trouvé notre titre pour ce soir. C'est le Fight Club d'autobus. Probablement qu'on va avoir le plus d'écoute qu'on n'a jamais eu juste avec ce titre-là. Mais Marie, je te voyais réagir. Je serais curieux de t'entendre immédiatement là-dessus. C'est juste que je comprends, mais je suis un peu vraiment fatiguée de dire que c'est de la chicane. C'est la base du contrat social. C'est exactement ce à quoi les gens font référence lorsqu'ils disent qu'ils sont tannés, que c'est inefficace puis qu'ils n'ont plus confiance. C'est juste qu'ils nomment pas ce mot-là. Et nous, ceux qui sont passionnés de politique, notre job, c'est de leur dire, de leur donner le pouvoir de bien nommer les mots qu'ils perçoivent. Et les mots qu'ils perçoivent, c'est l'inefficacité de notre système. Et ça passe par la loi fondamentale, ça passe par le contrat social, ça passe par une relance démocratique. Tout ça passe par une constitution du Québec. Et ça n'a pas besoin de se faire dans le déchirement, dans la chicane. En fait, pour une rare fois, c'est une idée qui est assez globalement consensuelle et qui pourrait justement générer de l'unité québécoise pour justement qu'on se définisse ensemble. Il faut quand même nommer que Benoît Pelletier, feu Benoît Pelletier, un grand constitutionnaliste qui était un constitutionnaliste libéral, était un des défenseurs de l'idée aussi. Donc, c'est pas nécessairement juste un projet de nationalisme, c'est un projet d'affirmation québécoise qui est important, bien qu'il y ait une constitution non écrite. Diriger une loi fondamentale, ça permettrait de faire le ménage, de faire en sorte que ça relève d'un projet unifié, ayant une vision. C'est un geste d'affirmation qui est porteur. Ça contribue également au récit national québécois. Donc, c'est quelque chose qui est un grand projet. Pour une fois, là, on sort des idées petites. On est un peu plus dans quelque chose qui a de l'envergure. Donc, moi, je dis, c'est porteur. Il faut arrêter de dire que les gens s'y intéressent pas parce que dans les faits, ils s'y intéressent. C'est à nous de juste faire le pont avec eux pour que ça soit dans un langage qu'ils comprennent, qu'ils sont capables de maîtriser également. Petite précision avant de poursuivre, puis je m'en viens vers Benoît, puis après ça, Ronnie. Mais Farnell, tu as commencé en nous disant, elle existe. Marie nous dit non écrite. Qu'est-ce qu'il y en est exactement? Je peux te répondre? Oui, la question est pour toi. Ouais. La Constitution québécoise, elle est partiellement écrite, partiellement non écrite. Et là où elle est écrite, elle n'est pas écrite dans un document, elle se trouve dans plein de documents différents. Elle se trouve dans la loi constitutionnelle de 1867, qui s'appelait anciennement le British North America Act. Elle se trouve dans les lois constitutionnelles ou les actes de l'Amérique du Nord britannique qui ont été adoptés depuis. Elle se trouve dans les traités qui ont été écrits entre la couronne et les peuples autochtones. Elle se trouve dans des décisions de la Cour suprême sur des notions constitutionnelles qui étaient à l'origine non écrites ou qui ont été adoptées par pratique, qui font partie de la Constitution coutumière. Et elle existe aussi de façon non écrite par ces coutumes-là qui n'ont pas encore fait l'objet d'une reconnaissance écrite officielle, soit par la Cour suprême, soit par des acteurs politiques, qui nous vient de la tradition britannique. Alors, en théorie, je veux dire, on a importé la Constitution britannique, qui est une Constitution non écrite, largement, et on lui a ajouté plein de documents écrits par-dessus. Alors, c'est comme notre Constitution, elle est très éparpillée, et il y a des éléments importants de la Constitution qui ne sont pas écrits, comme, par exemple, la sélection du premier ministre, que j'ai mentionné un peu plus tôt dans l'épisode. C'est pas écrit nulle part. Il n'y a aucune loi qui dit que le premier ministre doit être le chef du parti qui a le plus de sièges à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une c'est une convention constitutionnelle non écrite. Et on en a beaucoup des choses comme ça qui déterminent le fonctionnement de notre État. Merci pour la précision. Donc, déjà, de rassembler les dômes, ça serait déjà intéressant. Benoît, vas-y, on t'écoute sur le sujet. Moi, là-dessus... Moi, je suis obligé de dire que je ne suis pas contre l'idée, mais le fait que ce soit le Parti libéral, là, moi, le Parti libéral, il y a un déficit de crédibilité, mettons. Puis moi, j'ai de la misère à ne pas voir ça juste comme une astuce pour faire croire aux francophones qu'on s'intéresse à eux autres. Tu sais, puis après, le jour où ils ont sorti ça, là, Antoine Dion Charret, il a dit « C'est ce qui nous protège face à la CAQ, surtout face à ces lois qui stigmatisent les Québécois qui parlent une autre langue que le français. » là. Moi, je lis ça, là, puis ce que je comprends, c'est tous les Québécois sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Fait que j'ai de la misère avec pas avec le projet de constitution. Ça, je pense que, comme Marie-Christine l'a dit, là, je suis assez d'accord avec le projet général.
Mais j'ai de la misère avec les libéraux. Quand il est porté par un charrette, c'est moins. J'ai un peu de misère. Tu tombes dans l'attaque personnelle. Ben, pas l'attaque personnelle, mais c'est que il a besoin de me convaincre plus que ce qu'il a fait cette journée-là, mettons. Ronnie, de ton côté, est-ce que les libéraux ont la crédibilité pour porter un projet comme celui-là auprès des Québécois? Ben, si la CAQ est pour adopter un projet de loi prochainement ou faire adopter un projet de loi, ben, eux, ils veulent en faire un cheval de bataille pour l'élection de 2026, mais si c'est déjà chose faite, je vois pas l'intérêt. Je veux dire, Daniel Turk propose, l'avocat et professeur Daniel Turk propose qu'on fasse un référendum lors des élections de 2026 pour proposer la Constitution en même temps que les élections, mais comme on le disait, est-ce que c'est vraiment quelque chose que les gens veulent? C'est-à-dire que oui, on peut leur en parler, les intéresser à la chose et tout, mais en même temps, quand leur priorité, c'est l'inflation, le logement, le coût de la vie, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va vraiment permettre aux gens c'est un projet de société, puis c'est un projet de société qui a déjà été proposé par le PLQ en 67, alors que c'était l'opposition, le PLQ, au gouvernement Johnson, le Johnson père. C'est pas Gérard Lajoie lui-même qui avait proposé une constitution québécoise en congrès, et c'est ce même congrès-là pendant lequel René Lévesque a démissionné pour aller former le MSA et finalement le PQ. Donc, c'est une idée qui traîne depuis longtemps. Et rappelons aussi Philippe Couillard, qui en 2016, je pense, avait lancé l'idée d'un dialogue constitutionnel avec le Canada pour ramener le Québec dans la Constitution. Donc, moi, personnellement, je suis pas contre l'idée d'une constitution québécoise, mais j'aimerais aussi, rendu là, voir un débat constitutionnel à la grandeur du Canada pour qu'on puisse un peu redéfinir le rapport provincial fédéral, qu'on puisse enchasser certaines choses comme la nomination du premier ministre dans la Constitution canadienne aussi. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Ça pourrait vraiment donner un débat de société, mais ce que j'ai peur, et la citation que Benoît nous a nommée d'Antoine Dion Charest, justement, c'est quelqu'un que je connais un peu. Il est très intelligent, très scolarisé, il lance souvent des idées très intéressantes. Mais effectivement, en disant que ça nous protège contre la CAQ, contre le PQ, tu fais juste augmenter la polarisation liée à ce sujet-là. Et donc, tu contredis un peu ce qui est ton but nommé de ce projet-là, qui est de rassembler les Québécois. Parce qu'il a aussi dit, c'est une loi fondamentale qui nous dit qui nous sommes, quelles sont nos valeurs et le rôle qu'on veut jouer dans le Canada. Mais c'est aussi un document qui doit, pour avoir un sens, rassembler et inclure tous les Québécois. Ben, en disant ça nous protège contre la CAQ et le PQ, tu fais exactement le contraire de ça. Tu ne rassembles pas tous les Québécois, tu divises. Donc, il y a un peu d'ironie là-dedans. Ouais. Donc, je ne veux pas juger est-ce que le PLQ est crédible pour proposer cette idée-là, parce que tout parti, toute personne est crédible et légitime pour proposer cette idée-là. Mais j'espère que si on poursuit cette idée-là, que ça se fasse dans une façon à être constructif pour la société et non pas juste lui a dit ça, moi j'ai dit ça, mais votez pour nous, notre version est meilleure. Tu sais, c'est comme sortir Coke et Pepsi, puis là, se chicaner un peu. La question que je me pose, moi, quand je vous écoute, puis c'est fascinant, est-ce que c'est pas plus un exercice de positionnement contre le PQ et la CAQ, justement, qu'un réel désir vertueux de se doter d'une constitution ou de lancer un exercice constitutionnel? Ça, c'est ma question. Puis, Farnell, retiens-la, je te la pose. Mais avant toute chose, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un chat qui est en train de jouer avec une boule ou quelque chose dans le... Oui, ben voilà, OK. Oui. Puis, j'aurais parié. Si tu m'avais demandé de parier, j'aurais dit c'est Ronnie. Il mange. Il se nourrit, désolé. Ben, c'est correct, on accuse le contexte, tout le monde, sachez-le. On est en train de nourrir le chat de Ronnie. Farnell, t'as compris ma question. Est-ce que c'est un exercice opportuniste du Parti libéral, selon toi? Je ne veux pas rentrer dans la spéculation de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de M. Dion Charest. Ben, c'est pas tant la personne, excuse-moi, tant que l'aspect stratégie. Là. Eux autres, ils regardent comme tous les autres partis, il y a un groupe qui regarde l'avenir, les prochaines élections, tout ça. Est-ce que c'est une tactique stratégique? Une tactique stratégique, c'est niaiseux. Est-ce que c'est une stratégie plus qu'un désir sincère? C'est ma question. Je personnalise pas le point. OK, ben, ça revient à savoir c'est quoi leur intention. Puis on peut dire eux, c'est qui. Mais je ne veux pas rentrer dans la spéculation des intentions, mais regardons ce qu'on peut savoir, regardons les faits. On a eu beaucoup de gouvernements libéraux depuis le dernier gros exercice constitutionnel qui s'est terminé en 82, qui ont refusé de signer la Constitution, la loi constitutionnelle de 1982 actuelle, qui, eux aussi,
se joignent au cœur unanime de toutes les entités politiques québécoises sérieuses et légitimes qui veulent une renégociation de la place constitutionnelle du Québec. Alors, dire que les libéraux, que le Parti libéral du Québec fait de la posture, que c'est pas sincère, que c'est pas vrai, ben regardons ce qu'ils ont fait dans les 40 dernières années, où dans les 40 dernières années, ils ont eux aussi réclamé sérieusement des modifications constitutionnelles, ils ont réclamé une renégociation constitutionnelle et ils ont refusé, gouvernement après gouvernement, chef après chef, ont refusé de signer la loi constitutionnelle de 1982 actuelle. Je pense que dire qu'ils ne sont pas sincères, on peut faire un procès d'intention des gens, mais regardons les faits, puis dans les faits, je ne vois pas une absence de sincérité évidente. C'est cool. Marie, voulais-tu faire... Je sais pas, j'ai comme le goût de pousser, moi, sur ce sujet-là. Je le trouve particulièrement intéressant. Je m'y attendais. Marie, qu'est-ce que ça t'inspire, tout ce que tu viens d'entendre? Ben oui, puis en effet, il y a eu une réelle tentative, puis je pense que la tentative de Couillard de vouloir que Québécois est notre façon de Canadien, quelque chose du genre, là, ben je pense qu'il y avait une réelle tentative, mais moi, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a une fin de non-recevoir qui a été adressée au premier ministre du Québec, simplement et purement. C'est très grave, là. Au Canada, on est dans un statu quo constitutionnel. Il faut en prendre acte. Ça empêche le progrès. Et à chaque fois qu'il y a des négociations constitutionnelles qui sont énoncées dans l'espace public, on dit ça intéresse pas les gens, mais ça intéresse quand même les politiciens. Il doit y avoir une raison. Donc, il y a peut-être un rôle du démocrate, du représentant, d'informer la population sur leurs propres intérêts dans ce contexte-là. Parce que effectivement, le droit constitutionnel, c'est quelque chose qui, de prime abord, est distant de la population, mais c'est quelque chose qu'ils doivent connaître. Donc, c'est le rôle de ceux qui savent de rendre ça accessible parce que c'est super important. Écoute, si tu savais à quel point je suis d'accord avec toi là-dessus, puis Fernand, j'ai vu t'as levé la main, puis je te passe la parole tout de suite après, mais moi, s'il y a un truc que je suis plus capable, c'est d'entendre ce genre de commentaires-là, de ça se bat pas dans les autobus, les gens me parlent pas de ça quand je fais du porte-à-porte. Écoute, c'est normal que les gens au quotidien, avec leur quotidien, te parlent pas de ça. Toi, c'est ta job de t'en occuper. C'est ça, voilà. Yes, occupe-toi-en. Farnell. Je pense ici qu'il faut faire attention de ne pas confondre la Constitution canadienne, la Constitution québécoise et la place du Québec dans la Constitution canadienne versus le contrôle du Québec sur sa propre Constitution. Là-dessus, la Constitution, tant canadienne que québécoise, ces deux constitutions-là sont très claires. Le Québec a la capacité de modifier unilatéralement l'énorme majorité de ces mesures constitutionnelles, sauf quelques exceptions qui sont liées aux langues officielles et au rôle du lieutenant-gouverneur, essentiellement. Et d'ailleurs, ça c'est important de le réaliser, peut-être que c'est un exemple justement du besoin d'avoir une discussion constitutionnelle, peut-être que c'est un exemple du désintérêt, peut-être des deux, mais le gouvernement de la CAQ a modifié la Constitution du Québec à plusieurs reprises lors de son gouvernement. Il l'a fait d'ailleurs sous Baillon, à quelques reprises, a modifié la Constitution québécoise, a modifié, comme Marie-Christine le dit avec justesse, a modifié le contrat social fondamental des Québécois avec une loi adoptée sous Baillon à l'Assemblée nationale. Alors, la Constitution québécoise, on a entièrement la capacité de la modifier. On en contrôle l'énorme majorité, puis même ce qu'on contrôle, on modifie plus ou moins allègrement, je dirais de façon peut-être un peu cavalière. Alors, gardons en tête et gardons en tête que quand on parle de travaux constitutionnels de la Constitution du Québec, on n'est pas obligé de se relancer dans des questions de Lac-Meach, on n'est pas obligé de se relancer dans des gros débats sur c'est quoi l'avenir constitutionnel du Québec au sein du Canada. On a la capacité de travailler notre propre constitution chez nous sans qu'il y ait qui que ce soit d'autre qui s'ingère là-dedans. Alors, ben écoutez, ça fait déjà, oui, il y a un main levée, ben oui, je peux pas m'en aller. Là, j'aurais bien voulu faire un tour. Ah, regarde, faisons un dernier tour. Marie, vas-y, les gars, préparez-vous un dernier tour de table. Marie, vas-y, on t'écoute. Okay, je vais être très, très, très bref. En fait, je voulais simplement mentionner qu'effectivement, on peut faire notre constitution dans le cadre en ce moment qui existe, mais tout dépendant qu'est-ce qu'on veut. Parce que écrire qu'est-ce qui nous définit, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut vouloir, mais est-ce que ça s'inscrit dans le cadre constitutionnel canadien actuel?
par exemple, l'abolition de la monarchie qui reçoit plus ou moins 80% d'appui selon le sondage, ben ça nécessite peut-être des renégociations. Ça va au-delà de juste la Constitution du Québec. Pourtant, ça peut être une manière de se définir qui est assez consensuelle. Donc, oui, mais en droit constitutionnel, c'est souvent ça. Ça peut impliquer la renégociation également avec les autres provinces et ça bénéficierait à tout le monde parce que je pense que la fatigue constitutionnelle, elle est partagée d'un océan à l'autre et que ça bénéficierait à tout le monde, justement, qu'on relance ces grands débats-là. Je vais faire une petite aparté pour les auditeurs de Cube. Chers auditeurs de Cube, ça se pourrait que cette émission coupe dans quelques secondes et que la discussion ne soit pas terminée. Ce que je vous invite, c'est de venir écouter la fin sur YouTube. OK, merci. Maintenant, Benoît, qu'est-ce que la suite de cette discussion-là? Par moi, c'est trop intéressant. Je n'ai pas le goût de couper ça à cause d'un format. Merci beaucoup, Cube, de nous diffuser. Mais là, c'est trop le fun. Ben? Je ne sais pas par quel bout de prendre ça, parce que là, je pense que c'est bien compliqué, ça, cette affaire-là. Comme vous avez dit, là, je suis d'accord avec Farnell qu'on pourrait le faire entre nous autres. Puis là, Marie-Christine a dit « Ouais, mais là, c'est parce que les autres vont peut-être vouloir jouer avec nous autres aussi. » Ben, oui, là, je comprends tout ça. Puis les Autochtones vont probablement avoir 2-3 mots à dire si jamais on décide d'ouvrir la Constitution canadienne. Peut-être que les Autochtones vont lever la main et vont dire « Écoute, moi aussi, j'aurais 2-3 affaires à rajouter dans cette affaire-là. » Donc, ça revient à ce qu'on disait au début. Je suis pas sûr que ça se bat dans les autobus pour ça. Je suis pas sûr qu'un politicien gagne à ouvrir ce panier de crabes-là. Panier de crabes, peut-être que c'est pas le bon mot, là, mais c'est un dossier. La boîte de Pandore. C'est un dossier qui sera pas simple à régler une fois qu'on va avoir décidé de se mettre le nez là-dedans. On aurait dit la boîte de Pandore. Ouais. Ronnie, est-ce que c'est une boîte de Pandore que l'on doit garder fermée? Non, je pense que c'est une occasion d'éducation populaire et civique, en fait. C'est-à-dire, tu sais, ce que je vois souvent sur Internet, c'est quand le gouvernement annonce quelque chose, on met tant de millions sur ça. Ah, mais pourquoi vous ne faites pas ça à la place? Pourquoi vous ne vous concentrez pas sur telle affaire? Mais il faut vraiment que les gens, puis ça, je ne le dis pas en étant condescendant, quoi que ce soit, mais il faut que la population, soit éduquée et comprenne qu'un gouvernement, ça fait plusieurs choses, premièrement. Pas parce que Trudeau est dans un sommet quelque part qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui travaille sur le logement. C'est pas deux choses qui sont dissociées. De deux, c'est de comprendre un peu les lois qui nous régissent parce que les gens vont souvent dire « Ah, ben mes droits sont atteints » ou « Ça, c'est une atteinte aux droits », mais on va souvent le dire, puis moi inclus parce que je suis pas un avocat, j'ai pas étudié le droit, sans connaissance de cause. Donc, en étant plus éduqué sur le droit, sur un peu comment on est régi, comment on est gouverné, ça nous permet de nous exprimer de façon plus informée et donc d'avoir des débats plus importants. Et de trois, ben, tu sais, en ce moment, le Québec, puis le Québec n'est pas un pays, donc ça serait une bonne chose de trouver un moyen de réintégrer la Constitution, ou du moins d'avoir un rapport constitutionnel plus balancé ou plus amical avec la fédération de laquelle on fait partie, qui est le Canada. Mais ça ne nous empêche pas aussi d'avoir notre propre Constitution. Je pense que l'Alberta en a une aussi. Il y a d'autres provinces qui veulent en avoir une ou qui en ont une. Donc, on n'est pas... c'est pas des choses qui sont mutuellement exclusives. Donc, on peut lutter contre le logement, contre la crise du logement, lutter contre l'inflation, aider les gens avec le coût de la vie, s'assurer que les poules sont remplies, faire une constitution du Québec et renégocier le contrat constitutionnel avec le Canada. Tout ça se peut en même temps. C'est pour ça qu'on a des gouvernements qui font 30 ministres, des députés qui sont des centaines, des populations de millions de personnes. Donc, tout ça n'est pas mutuellement exclusif. Donc, soyons plus ambitieux. C'est juste ça que je voudrais dire. Des gouvernements avec 30 ministres, encore faut-il que tout ne soit pas centralisé. Farnell, je vais t'offrir le mot de la fin. Je comprends très, très bien ce que vous dites à propos du fait que c'est la job des politiciens de savoir ce dont les gens ont besoin. Je veux dire, j'ai de la misère avec ça parce que ça revient un peu à dire « Ouais, mais 30% des gens votent pour l'extrême droite. » Il faut faire preuve d'un énorme respect pour c'est quoi l'intérêt des gens qui donnent le mandat au gouvernement. Et un élu, je ne crois pas, peut arriver avec le pouvoir qui vient de son mandat et faire à sa tête. Même s'il croit que ce serait dans les meilleurs intérêts des gens qui l'ont porté, il est là pour remplir
le mandat que les gens lui ont donné. Il n'est pas là pour lui dire « moi, je sais c'est quoi que vous avez besoin ». Puis je dis ça, encore une fois, là, constitutionniste dans l'âme. Moi, je le veux, ce travail-là. Ouais. Mais je reconnais et je respecte que si les autres ne le veulent pas, je ne peux pas leur imposer. Mais le point n'est pas que, moi, quand j'entends ça, les gens ne me parlent pas de ça. Tout ça, c'est pas de dire que je prends le ballon. Dans ce cas-là, vu que c'est ma job, je prends le ballon puis je cours tout seul avec. L'idée, c'est pas ça. C'est de créer les conditions qui vont faire que. Parce qu'il y en a. C'est sûr qu'on n'aura jamais. Il n'en existera pas de consultation publique qui va nous amener à avoir l'avis de tous. Jusqu'à moi. Donc, par contre, il y en a une sacrée gang, puis on en est 5 ici qui attendent juste ça. Imaginez à quel point, qu'il y en a des gens intéressés qui représentent une masse, un groupe conséquent de notre collectivité qui ont envie de venir commencer à parler de cet aspect-là. Tu lèves la main parce que tu veux contribuer ou parce que tu veux parler, Ronnie? Non, mais justement, je veux ajouter quelque chose. C'est que oui, puis en plus, on n'est pas, je veux dire, il y a pas un politicien qui présente une plateforme, qui se présente et la plateforme, elle est là, les gens savent ce que les partis proposent dans les élections. Et le PLQ dit, nous, on veut en faire un point de notre plateforme pour 2026, il y a des gens qui vont voter pour le PLQ. Il y a un certain pourcentage de la population qui va voter pour. Et s'ils sont élus, c'est tout à fait leur devoir, justement, de continuer à pousser cette idée-là. Il y a beaucoup de gens, ce qu'on voit souvent comme phénomène, c'est tel gouvernement a fait quelque chose, mais il n'a jamais dit qu'il allait faire ça. Oui, il l'a dit dans sa plateforme, il fallait juste aller voir. Ouais. Oui, je suis un peu condescendant peut-être en disant les gens ne lisent pas les plateformes, mais c'est vrai. C'est même moi, je suis un mordu de politique, je ne lis pas toujours les plateformes de A à Z et tout, puis des fois 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, je me dis voyons donc, c'était tout en plateforme, ça, puis là je vais voir, puis oui, c'était là. Merde, j'ai voté pour ça. Non, puis pas juste ça, ou j'ai pas voté pour ça, puis même là, il n'y a rien qui empêche les gens aussi d'avoir des idées en cours de route, je veux dire, la société change, les jours ne se ressemblent pas, il y a des crises, il y a des choses qui font surpasse. Quand Trudeau a fait sa dernière élection, on n'avait pas de problème d'inflation. Là, c'est arrivé. Il y a des mesures qui sont proposées pour lutter contre ce qui se passe en ce moment. Donc, si le PLQ et la CAQ en ce moment voient que c'est comme quelque chose qui est dans l'air, qui voient que c'est une bonne idée, c'est tout à fait légitime. Puis, Farnell, je t'accuse pas de remettre ça en question, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout à fait légitime pour un gouvernement ou un parti de juste proposer ça, de dire « Hey, voici une idée qu'on a à mettre sur la table. Voyons si ça lève. » Peut-être que c'est un ballon d'essai qu'ils mettent sur la place publique, mais si la CAQ est pour proposer un projet de loi à la rentrée ou l'année prochaine, ça va juste générer des discussions qui peuvent pas être nuisibles, à condition que ça ne devienne pas super partisan comme ce que je crains que ça pourrait devenir. OK. Y avait-tu quelqu'un qui voulait ajouter un truc? On finit avec ça. Merci beaucoup tout le monde. J'en profite pour préciser puis lancer un appel. J'ai invité Simon Jolin Barrette à venir s'asseoir ici sur la chaise de Benoît pour une entrevue aux engagés publics. Tantôt, il y a quelqu'un qui a dit où est Simon Jolin Barrette, probablement qu'il prépare quelque chose. S'il prépare quelque chose, on le verra pas sur cette chaise-là parce que je risque beaucoup de lui en parler. Fait qu'il viendra pas m'écouter lui demander qu'est-ce qu'il est en train de préparer. Je vous écoutais, je regardais l'heure au Québec, il est 20h22. Farnell, il est quelle heure à Londres? On va dire ça, il est 1h22. On va laisser Farnell aller se coucher, tout le monde! Merci beaucoup, Farnell, de vivre à l'heure du Québec puis d'être partout comme ça sur toutes les tribunes. On adore ça, c'est vraiment très apprécié. Merci d'avoir été présent. Merci, c'est toujours super agréable, puis c'est pas grave si je me réveille tard demain matin. C'est tes voisins qui vont te trouver tannant, là. Mais au moins, t'as des écouteurs, ils nous entendent pas crier. Merci beaucoup, Marie, d'avoir été présente, super pertinente. Écoute, c'est tout le temps un plaisir renouvelé. Merci, j'apprécie beaucoup discuter avec vous, donc c'est toujours un plaisir. Ronnie, écoute, je suis content. J'allais dire de quoi de terrible, je suis content que tu travailles plus dans le cabinet parce qu'on a le plaisir de pouvoir profiter de ta présence puis de tes réflexions, puis je te regarde avec les yeux vers le haut en train de fouiller dans ton esprit pour nous amener à enrichir l'épisode, puis je trouve ça fabuleux. Merci beaucoup, je suis vraiment content que tu sois là. Merci, Danny, toujours un plaisir. Puis, Benoît, toi aussi, on est content, mine de rien. Bon, notre affaire.
je me cherchais un compliment à te faire. Tu fais plaisir. Je n'ai plus, moi. Benoît, on est quand même content. On est quand même content que tu sois là. C'est Denis Martel qui est au micro. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute, puis on se retrouve tout le monde pour un prochain épisode.